Énergie potentielle. Bonjour, donc on poursuit là, avec l'énergie. En fait, là, on va parler d'énergie potentielle. Donc, on va revenir à utiliser notre travail pour parler de l'énergie potentielle gravitationnelle dans un cas général et on va parler également d'énergie potentielle élastique. Une énergie potentielle, c'est une énergie qu'un corps possède en vertu de sa position. Donc là, on va parler de la gravitation, donc on va parler d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est une énergie qu'un corps va posséder en fonction de sa position dans un champ gravitationnel. Donc, près de la surface de la Terre, l'accélération gravitationnelle est à peu près constante. Et c'est pour ça que si j'ai un objet comme ça et que je le monte là, comme ça, il a monté d'une hauteur h, eh bien, son énergie va avoir changé parce qu'il a le potentiel de produire une action, par exemple, si je le laisse tomber. Okay? Donc, si je le laisse tomber, avant, il ne pouvait pas tomber. Là, il peut tomber et puis transformer cette énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle, c'est égal à mgh. On avait déjà parlé de ça. Maintenant, si on s'éloigne de la Terre, on ne peut plus faire l'approximation que la gravité est constante, parce que c'est plus vrai. Hein. En fait, la gravité, on se souvient de la forme, c'est une forme comme ça, donc plus c'est proportionnel au produit des masses, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la distance. Donc, plus on s'éloigne, plus la force va être petite et ça varie comme 1 sur r carré. Éventuellement, lorsqu'on sera à l'infini, hein, donc quand on va diviser notre numérateur par l'infini, ben, ça va donner 0. Là. Il n'y en a plus de force à l'infini. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre petit singe, on va dire qu'est-ce qui arrive quand il part de l'infini puis qu'il se dirige vers la Terre. Ben, à ce moment-là, son énergie gravitationnelle change. Hein? Et il y a une force qui l'attire vers la Terre et ça fait que son énergie potentielle change. Donc, on va l'amener de l'infini, où le R, donc je suis à droite, et puis on va l'amener tranquillement vers sa position par rapport au centre de la Terre qui serait ici à 0. Bon. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il se déplace comme ça? Ben, on couvre une partie ici de l'air. Hein, donc, on part de l'infini où c'est 0 pratiquement, puis éventuellement, là, ici, on a l'air sous la courbe. Donc, il faut trouver l'air sur cette courbe-là. C'est pas simple, hein, on appelle ça, on peut le faire de façon réelle en faisant une intégrale. Mais ce qu'on a vu, on sait que l'air sous la courbe nous donne notre travail, hein, l'air sous la courbe de F-Ware. Donc ça, on le sait. Donc il y a des méthodes que vous ne pouvez pas utiliser, mais bon, je peux vous donner le résultat. Donc le résultat, c'est que l'énergie gravitationnelle, dans un cas général, va être donnée comme ça, moins Gm, la masse de mon objet, de mon singe, la masse de la Terre est divisée par le rayon. Donc là, c'est pas R au carré, c'est seulement R comme ça. Mais quand même, vous voyez que plus on se rapproche de la Terre, plus cette quantité-là, donc le R diminue, donc plus cette quantité-là grossit, mais grossit avec un signe négatif. Donc mon énergie potentielle diminue. Ça veut dire que c'est là que l'objet veut se rendre, hein, aux plus petites énergies possibles. OK? Donc ça, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Je tiens juste à souligner que c'est exactement la forme, hein, de la force de gravité, c'est exactement la même que celle de la forme de la force de Coulomb. Hein. C'est juste que là, avec la force de Coulomb, ben, on a des Q qui se multiplient, des charges, mais c'est exactement le même principe. On pourrait faire la même chose, sauf que là, on aurait évidemment une possibilité que l'énergie potentielle soit positive ou négative, dépendamment de la charge relative de mes objets. Bon, maintenant vous allez me dire, wow, là ça marche pas là. J'ai une énergie gravitationnelle comme ça dans le cas général et j'ai une autre énergie gravitationnelle ici et puis c'est pas la même chose. En fait, je vais vous montrer précisément que ça revient au même. Okay? Donc, si on fait les approximations qu'on a faites à la surface de la Terre, ça revient au même. Donc, j'ai mes deux énergies, mais moi, je pars de celle qui est la vraie énergie, donc le cas général. C'est comme ça. Et puis, je compare, je me place toujours dans le contexte où la position, donc ma distance, est proche du rayon de la Terre. Donc ça, je le prends je le garde en tête.
Donc, si je fais la différence entre deux positions, disons que je m'éloigne d'une hauteur h de la surface de la Terre. Donc, ce que j'ai besoin là, pour voir c'est quoi la variation d'énergie potentielle, ben, j'ai à évaluer cette fonction-là à R plus H. Et puis, ben, je vais soustraire cette même énergie là, à la surface, donc à R majuscule. Donc, mon énergie, c'est comme ça. J'ai simplement remplacé le R minuscule par grand R plus H. Et ici, ben, même chose avec le R comme ça. Là, vous remarquerez qu'il y a un plus parce que j'avais un négatif, puis j'ai une soustraction ici, donc ça devient positif. Bon, ben, tout de suite, on peut regrouper des termes. Hein? Donc, le GMM, on peut mettre ça en avant. Le moins, je l'ai inclus à l'intérieur aussi de la parenthèse. Donc, j'ai 1 sur R moins 1 sur R plus H. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met sur le même dénominateur commun. Et puis, ben, c'est ce qu'on a ici. Hein? Donc, le dénominateur, c'est R fois R plus H. Et au numérateur, on se rend compte qu'on a ça ici avec les R qui vont se simplifier. Et on peut réécrire ça sous cette forme-là, où là, on a mis le R qui était ici à l'intérieur de la parenthèse, on l'a mis en évidence, de sorte qu'on a au dénominateur un facteur 1 plus H sur R. Mais si H est beaucoup plus petit que R, c'est-à-dire que si on ne s'éloigne pas trop de la surface, puis le rayon de la Terre, c'est quand même énorme, là. Donc, à ce moment-là, cette valeur-là, on peut la négliger. Là. Elle devient non pertinente. Donc, on se ramasse avec tout simplement cette forme-là ici, M, la masse de mon objet, fois une constante qui est, si vous vous rappelez bien, ça c'est uniquement l'accélération gravitationnelle. Hein, c'est l'accélération gravitationnelle fois la hauteur. Donc, on retrouve bien notre MGH qu'on avait ici. Donc, si on fixe l'énergie, le zéro d'énergie à la surface de la Terre, ben, on a bien la bonne forme d'énergie potentielle gravitationnelle. On va maintenant se pencher sur l'énergie potentielle élastique. Donc, c'est une autre forme d'énergie potentielle. C'est celle qui est associée à un ressort. Donc, vous voyez ici, on a un ressort qui est à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, la position, c'est 0. Donc, on appelle ça, ou x0. Là, on l'appelait x0. Des fois, on appellera simplement 0. Ben, qu'est-ce qui arrive? Si je pousse, hein, je peux déplacer le ressort. Je le sens en poussant qu'il y a une force, hein, il y a une résistance. Donc, moi, quand je le déplace, je sais que si je relâche ma masse, ben, elle va se déplacer dans le sens contraire. Donc, j'effectue effectivement à ce moment-là un travail sur ma masse et je lui donne une certaine énergie potentielle. C'est ce que ça veut dire. Donc, je peux faire ça en compressant le ressort. Je peux faire ça en l'étirant aussi. Hein. Si j'étire, ben, je me rends compte aussi qu'il y a une résistance. En fait, c'est totalement symétrique et ça a été montré expérimentalement. Comme ça, on a en fonction de la force qui est le déplacement, hein, en fonction de la force de recul du ressort, donc le ressort qui veut repousser. Donc, ça nous donne une droite comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Et on l'exprime normalement sous cette forme-là. Donc, la force est égale à une constante fois le déplacement. Et ce déplacement-là, là, on l'écrit delta x parce qu'on a un x, une position d'équilibre qui n'est pas 0. Mais si j'ai la position d'équilibre à 0, ben, ça devient simplement kx. Donc, j'ai f fois k delta x. Ici, j'ai marqué k, c'est la constante, on dit des fois constante de rappel ou constante de ressort. C'est notre constante là, pour cette expérience-là. Donc, comment on détermine à ce moment-là le travail? Bien, le travail, ça serait encore l'air sous la courbe qui est là. Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas une constante, donc on est obligé de faire ça petit peu par petit peu, mais on peut trouver l'air simplement pour trouver le travail. Au lieu de faire le produit scalaire, on trouve l'air. Et ben là, c'est un triangle. Donc, on sait que ici, la hauteur, ben, ça va être la force. Et la largeur, la base, ça va être delta x. Et comme c'est un triangle, on divise par 2. Donc, j'ai la force comme ça ici. Et puis là, on voit bien qu'on va avoir k fois delta x au carré divisé par 2. C'est bien notre travail ici. Et ça correspond à l'énergie potentielle là, qui est absorbée, si on veut, par notre masse. Donc, l'énergie potentielle élastique prend la forme à ce moment-là, 1/2 fois k delta x au carré, où
comme j'ai dit, si le x est égal à 0, le x0 est égal à 0, là, si on est à l'équilibre à la position 0, ben à ce moment-là, on écrira simplement une demi kx2. Donc, en résumé, pour cette partie-là sur l'énergie potentielle, on a que l'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'un corps possède en vertu de sa position. Donc, si on parle de champ gravitationnel, donc on a une énergie potentielle gravitationnelle qui prend cette forme-là de façon générale, mais qui est simplifiée à la surface de la Terre. On a simplement mgh. L'énergie, c'est mgh. Et la loi de Hooke, F égale à K delta X, nous a permis de trouver que l'énergie élastique était égale à 1/2 fois K delta X au carré.